Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. La chaîne existe depuis plus de 2 ans maintenant et on n'a encore jamais parlé de Tintin. En même temps, c'est une série culte et tout a déjà été plus ou moins dit sur le sujet. Donc à part vous donner des informations que vous pourriez trouver ailleurs ou bien lire la fiche Wikipédia comme le font certains autres youtubeurs, je préfère vous parler de 10 moments qui m'ont marqué dans les aventures de Tintin. Ces moments, je vais vous les présenter sous forme de planches, en essayant de vous montrer parfois en quoi la composition renforce le moment dont je vais vous parler. Sans plus de tergiversation, c'est parti. On commence avec la première planche des bijoux de la Castafiore, l'un de mes albums de Tintin préférés. Bon, à première vue, il n'y a rien d'incroyable. On voit juste le jeune reporter et le capitaine Haddock se promener dans la campagne et profiter de l'arrivée du printemps. La planche ne devient marquante qu'à la seconde lecture de l'œuvre, car en réalité, elle contient déjà la résolution de l'intrigue. C'est en quelque sorte un foreshadowing, comme aiment le dire les One Pieceologues. Rapidement, cet album relate la visite de la Castafiore au château de Moulinsart, ou de Moulinsart, mais techniquement c'est Moulinsart, château auquel elle n'a pas été invitée. Tout au long du récit, elle va croire que tout le monde veut lui voler ses bijoux, dont une précieuse émeraude. À chaque fois que ces bijoux disparaissent, ou plutôt semblent disparaître, les soupçons de Tintin se dirigent vers un nouveau suspect potentiel. Un paparazzi, un tzigane, un musicien, etc., etc. Tout le monde y passe. Mais en réalité, le coupable du vol est montré dans la toute première case du récit. Est-ce le capitaine Haddock? Peu probable. Est-ce Tintin? Faut pas déconner. Est-ce Milou, son fidèle petit chien? Non, il faut remonter un peu plus haut. Le voleur, ou plutôt la voleuse, c'est cette pie. C'est cet oiseau qui, attiré par tout ce qui brille, va dérober le bijou. Tous les autres personnages que Tintin aura soupçonnés au cours du récit vont présenter leurs alibis solides, et le coupable ne sera révélé qu'à la dernière planche. Je vous ai donc gravement divulgaché. J'ajoute aussi que Haddock parle du parfum des fleurs, fleurs qui auront une importance capitale, puisque Castafiore, littéralement la chaste fleur, va flirter avec le capitaine dans une relation d'attirance et de rejet mélangés. Niveau composition, la première bande qui présente l'arrivée du printemps et des fleurs propose 3 cases bucoliques avec des arbres, un ciel bleu et une dominante verte. La seconde bande, dans laquelle Haddock va s'insurger contre les tziganes qui se sont installés dans la décharge, prennent une teinte plus marronasse. Il y a une rupture de décor et une rupture d'odeur. On passe du parfum du muguet fleuri dans les bois printaniers à l'odeur des poubelles sur un terrain vague. Enfin, la troisième bande s'assombrit, les deux héros s'enfonçant dans les bois pour éviter la décharge. Détour qui va les mener vers le début de leurs aventures, puisqu'ils y entendent les pleurs d'une petite fille. Cette fois, nous sommes dans Objectif Lune. Lors du trajet retour vers la Terre, les choses se passent plutôt mal. Wolf, l'un des amis et collaborateurs du professeur Tournesol, se révèle être un traître venu saboter la mission lunaire. Accompagnés de Jürgen, son compagnon de crime caché dans la soute, ils entreprennent de prendre le contrôle du vaisseau. Mais finalement, Wolf fait volte-face et se retourne contre Jürgen pour protéger Tintin et les autres. Dans l'altercation, il abat sans le vouloir Jürgen. Puis il se confond en excuses, demandant à nos héros de lui pardonner. S'engage alors dans une première bande un débat entre Tintin et le capitaine pour savoir ce qu'il convient de faire de Wolf. Le capitaine propose de le balancer dehors, ou au moins de le ligoter. Tintin décide de faire confiance au traître et de le laisser libre, pensant que Wolf culpabilise déjà assez comme ça. Wolf est donc plus ou moins pardonné. Seconde bande, Tintin prévient la Terre qu'ils n'ont plus beaucoup d'oxygène, à cause des Dupont montés dans la fusée par accident, et de Jürgen qui était caché dans la soute. Il y a donc plus de monde que prévu, et les réserves s'amenuisent donc rapidement. Pour économiser l'oxygène, les passagers doivent éviter de bouger, de s'emporter, et il leur est conseillé de s'endormir. Troisième bande, gros plan sur Wolf. Ce dernier a attendu que tout le monde dorme pour mettre son plan à exécution. Il se lève discrètement, essayant de ne pas se faire surprendre. Il semble avoir une idée derrière la tête. Une idée malheureuse puisqu'il essaye d'être discret. Il a besoin d'agir vite et que personne ne l'en empêche. Mais en fin de bande, une voix se fait entendre provenant de la direction de Tintin. Où allez-vous, Wolf? Heureusement pour ce dernier, il est révélé dans la dernière bande que la question provenait d'un des Dupont, éminent policier qu'il est très facile de duper. Wolf s'en sort donc sans encombre et descend dans la soute. C'est le destin qui veut que je réussisse, nous dit-il. Fin de la planche. On a ici toute une construction sur la problématique de l'honnêteté de Wolf, le manque d'oxygène, le fait que Wolf ait un plan et qu'il descende dans la soute. Tout ça fait qu'on a l'impression que Wolf prépare un sale coup aux autres. Mais finalement, on apprendra quelques pages plus loin que le plan de Wolf consistait à se jeter à corps perdu dans l'espace, se sacrifiant pour donner sa part d'oxygène aux autres. Une façon de se faire pardonner pour ce qu'il a fait. Tintin en Amérique est sans aucun doute l'album le plus absurde et le plus gaguesque, et j'ai beaucoup hésité sur quelle planche je pourrais vous montrer. Mais finalement j'ai arrêté mon choix sur celle-ci. Au début de la planche, Tintin se rend compte en regardant dans un miroir qu'un gangster l'attend dans la pièce d'à côté. Il décide alors de reculer discrètement vers le fond de la pièce, là où se trouve la fenêtre.
S'ensuivent alors deux grandes cases, nous montrant Tintin faire l'équilibriste à 20 mètres de hauteur. La première case nous montre Tintin accroché au-dessus du vide. La vignette ne capte pas l'ensemble du bâtiment, et ne nous montre que les 5 étages en dessous de lui, suggérant qu'il y en a en réalité bien plus que ça. Le building est immense. Le dessin donne le vertige aussi par la perspective, l'image étant à la fois en diagonale et en train de plonger vers le sol. Finalement, dans la seconde case, Tintin arrive au bord d'une fenêtre. Là, quand on est jeune lecteur, on se dit que Tintin est passé par la fenêtre pour aller se réfugier dans l'appartement d'à côté. Mais en même temps, le héros a demandé à Milou de l'attendre, ce qui signifie qu'il va forcément revenir le chercher. On ne comprend donc pas encore pourquoi Tintin s'est mis en danger de cette façon, ça n'a pas l'air d'être cohérent. Troisième bande, on comprend enfin le plan de Tintin. Il est passé par la fenêtre pour prendre le gangster à revers, ce qui lui permet à la fois de sauver son chien et de coincer le malfrat. Ces deux cases entrent alors en résonance. Dans les deux cases, l'un des personnages se cache de l'autre et est entouré par un cadre. Le gangster pensait surprendre Tintin, mais finalement c'est lui qui va le surprendre. C'est un peu l'arroseur arrosé. Il y a aussi cette redondance des points d'interrogation. Chaque personnage de la scène va avoir droit au sien. Tintin tout d'abord, étonné de voir quelqu'un dans la pièce d'à côté. Milou ensuite, qui voit son maître l'abandonner et passer par la fenêtre sans comprendre ce qu'il est en train de faire. Et le gangster à la fin, surpris par la ruse du reporter. Donc voilà, une planche toute simple mais super efficace qui nous montre que Tintin est un casse-cou impulsif. Et que personne ne comprend ses méthodes peu conventionnelles. Ici, c'est tout bête. Le capitaine, en fouillant son grenier ou sa cave, je sais plus, a découvert l'autobiographie de son ancêtre, le chevalier de Haddock. Il s'empresse alors de raconter à son ami Tintin les aventures de son aïeul en se mettant dans la peau de celui-ci. Hergé alterne alors entre des scènes de flashback où l'on voit le chevalier évoluer dans son propre milieu à l'époque de la piraterie, et des scènes dans le monde réel où le capitaine raconte l'histoire. Ainsi, le combat du chevalier contre les forbans qui l'attaquent est pris très à cœur par le capitaine, qui, muni de son sabre, se met à éventrer les coussins, se battre contre des adversaires imaginaires. Les scènes avec le chevalier étant teinté du bleu du ciel, symbole de liberté, tandis que le capitaine est entouré d'une couleur saumon qui nous rappelle qu'il est enfermé dans son appartement. Les deux personnages étant quasiment identiques, les transitions de l'un à l'autre se font de façon parfaitement fluide. L'apogée de la scène est donnée ici. Le capitaine est tellement pris par son histoire qu'il devient complètement dangereux pour son entourage. Il écrase la queue de Milou, manque de trucider son meilleur ami, pète complètement un câble et finit par se blesser lui-même. Un tableau à l'effigie de son ancêtre lui tombe dessus, faisant alors se croiser les deux mondes, prouvant une fois pour toutes que le chevalier et le capitaine sont des hommes de la même trempe partageant une histoire commune. Et en effet, le capitaine va reprendre la mer pour remettre la main sur le trésor familial, dérobé par Rackham le Rouge, il y a plusieurs siècles de cela. Bref, une scène marquante qui attire le désir d'aventure en faisant se mêler le rêve et la réalité, le passé et le futur jusqu'à les réunir tout à fait. J'aimerais que l'on s'attarde un peu sur le capitaine, parce qu'il a participé à marquer et traumatiser mon enfance. Et ça se passe dans Le Crabe aux pinces d'or, un autre de mes albums préférés. Comme vous le savez, le capitaine a un petit problème avec l'alcool, problème qu'il va devoir combattre tout au long de la série. Dans Le Crabe aux pinces d'or, on assiste à la première rencontre entre Tintin et Haddock. Haddock qui, à ce stade de l'histoire, est complètement alcoolique. Suite à un accident d'avion, les deux futurs amis se retrouvent dans une barque perdue au beau milieu de l'océan. Après avoir dérivé un certain temps, le capitaine, occupé à ramer, se plaint d'avoir faim, d'avoir froid et d'avoir soif. Profitant que Tintin soit endormi, il entreprend de fouiller le canot et y découvre une bouteille de rhum. Il s'apprête à la jeter et en fait la promesse à Tintin d'arrêter de boire, mais finalement, il se décide d'en boire une petite gorgée pour se réchauffer. Rapidement, la gorgée se transforme en franche rasade et toute la bouteille y passe. Maintenant, le capitaine a bien chaud et il se dit que Tintin aussi devrait se réchauffer. Malheureusement, il a sifflé toute la bouteille tout seul et il va donc devoir trouver un autre moyen de réchauffer son pote. Il décide alors de briser les rames et d'allumer un feu directement sur le bateau. Bon, ça part d'un bon sentiment, mais faut avouer que c'est pas super futé. Mais il a l'air complètement con. J'aime beaucoup cette planche, avec cet enchaînement de petites cases dans lesquelles Haddock s'enfile goulûment le rhum et en fin de planche, cette image surréaliste avec le feu dans le bateau. Image qui fait d'ailleurs écho à la vignette précédente, montrant Tintin endormi rêvant d'un incendie alors qu'il est sur l'eau, endroit où l'on s'attend le moins à cramer vivant. Le cauchemar absurde devient donc réalité. Je trouve l'ensemble véritablement effrayant. Il y a vraiment une descente dans la folie. Au début de la planche, tout va bien, le capitaine résiste à la tentation, puis il met un pied dans l'engrenage et, au fur et à mesure des cases, l'alcool reprend le dessus jusqu'à le mener dans une situation mettant en péril nos deux héros. Et encore, c'est pas le pire. Quand un alcoolique essaye de faire un sevrage d'alcool, il peut subir ce que l'on appelle un délirium très mince. Perte de repères, perte de contrôle de son corps, hallucination. C'est ce qui va arriver au capitaine dans le désert par 2 fois.
Tout d'abord, complètement assoiffé, il va confondre Tintin avec une bouteille de champagne et va donc se mettre en tête de le déboucher. Pour ça, il se jette sur son camarade, serrant son cou de toutes ses forces. Diable de bouchon, vas-tu sauter? Quand j'étais petit, ça m'a véritablement effrayé. Dans cet album, le capitaine représente un véritable danger pour Tintin et il est complètement fou. L'association du délirium très mince et de la chaleur du désert en font un véritable monstre. Avec des amis comme ça, y a pas besoin d'ennemis, comme on dit. Mais le pire arrive ensuite avec ces trois cases. Haddock confond Tintin cette fois non pas avec du champagne mais avec du Bourgogne. Il se met alors en tête de le déboucher à l'aide d'un tire-bouchon qu'il pointe vers le crâne de son ami. Regardez ce visage de psychopathe. Bon, il s'avère que c'était un cauchemar fait par Tintin épuisé par la traversée du désert effondré sur le sable. Mais quand même, c'est flippant. Voici une autre planche qui m'a marqué étant petit, tirée des cigares du pharaon. Toute la scène joue sur le fait que l'ensemble des protagonistes sont masqués, et qu'on ne peut pas voir leur visage, y compris celui de Tintin. Pour le contexte, ce dernier s'est infiltré dans une société secrète gérant un cartel de drogue. Problème, le cartel sait qu'il y a un traître parmi eux, mais ils ne peuvent pas savoir qui puisque l'anonymat des membres est important. Le chef décide alors de faire venir un par un les membres auprès de lui pour qu'ils viennent lui chuchoter le mot de passe à l'oreille. Bien, les deux premiers lui donnent le bon mot de passe. En fin de bande, un homme masqué demande pardon. Il a oublié le mot de passe. Le chef et le lecteur se disent alors que cet homme est Tintin et qu'il est démasqué. C'est fini pour lui. Sur la bande suivante, Tintin est donc menacé, c'est sa dernière chance. Le compte à rebours est lancé. 1, 2, et soudain, l'homme a le déclic. À la surprise générale, il se souvient du mot de passe. Ce n'est donc pas Tintin. Mais dans la précipitation, il le donne à haute voix, donnant alors la solution à notre reporter. Le chef met alors un autre plan à exécution. Ils vont passer l'un après l'autre dans la pièce voisine et donner au chef un ancien mot de passe. Cette fois-ci, c'est cuit pour Tintin. Il a aucun moyen de le savoir. Les membres passent donc chacun leur tour. Et ici, Hergé fait un truc super pertinent. Il garde la focale sur la salle de réunion. En faisant ça, il donne l'impression que Tintin est toujours présent dans celle-ci. Le premier passe, le second, le troisième, et chaque fois on reste dans la salle. Quand vient le dernier membre, on se dit alors que c'est forcément Tintin, puisqu'il reste plus que lui dans la pièce et que la focale est sur lui. On suit les aventures de Tintin. Donc si on suit ce personnage, c'est bien que ce personnage est Tintin. En plus, il a l'air effrayé, et la disposition de la pièce donne l'impression oppressante qu'il court à sa perte. Mais en fait, c'était pas lui. Tintin est passé en premier, et non en dernier, lui permettant de les assommer un par un au fur et à mesure. C'est une planche brillamment construite. J'ajoute aussi, et c'est quelque chose qu'Hergé maîtrise à la perfection, qu'il n'y a pas que les fins de planche dans Tintin qui créent des cliffhangers, mais il y a aussi les bandes. À la fin de celle-ci, on croit que Tintin est pris au piège, puis suspense jusqu'à la révélation que c'est pas lui. Ce qui crée un nouveau cliffhanger, si c'est pas lui alors lequel est Tintin. Bande suivante, le cliffhanger est amené comme ceci. Le membre s'en va passer le test, il y a suspense pour avoir une réponse, est-ce Tintin? Mais puisque sur la bande d'après, les membres continuent de défiler, la question reste en suspens. Hergé fait rarement des constructions de planches impressionnantes sur la verticalité. Par contre, au niveau du découpage horizontal, c'est un véritable génie. Un maître du suspense. Bon, en vrai, parfois, Hergé travaille aussi sur la verticalité, notamment sur les scènes d'escalade. Mais bon, jouer avec la hauteur et les chutes, c'est facile. Donc je voulais vous prendre un autre exemple. J'ai choisi une scène assez iconique de ce genre de choses, que la plupart des fans connaissent déjà. Dans l'île mystérieuse, Tintin prend le bateau avec un groupe de scientifiques pour aller étudier un météore qui est tombé dans l'océan. Les scientifiques étant plus habitués au laboratoire qu'aux études de terrain, ils ont quelque peu du mal avec le mouvement des vagues. Une bande de 4 cases nous montrant le vaisseau naviguer sur les flots. La mer n'est pas particulièrement déchaînée, mais il y a du remous. Le vaisseau tangue un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Bien. S'ensuivent 5 cases nous montrant les scientifiques attablés essayant de résister à leur envie de vomir. Le décor nous rappelle que le bateau tangue. Tantôt le décor penche vers la droite, tantôt vers la gauche et ainsi de suite. Mais surtout, la réaction des scientifiques est chronologique, même si l'on passe d'un personnage à l'autre. D'abord un peu de vertige, puis un changement de couleur, puis on commence à perdre pied, on a la migraine et finalement on devient complètement verdâtre. La dernière vignette nous montre 2 scientifiques pour insister sur le fait qu'ils sont tous malades, ce qui sera confirmé par la bande suivante dans laquelle on verra les scientifiques sortir prendre l'air les uns après les autres. Tandis que Tintin et le capitaine continuent leur repas à l'air de rien, étant déjà habitués depuis belle lurette à la vie maritime. Planche issue de Tintin et le Lotus Bleu. Contexte: Tintin enquête sur un poison qui rend fou, le Raijaja. Mais au cours de son investigation, il se fait capturer par Matsuhirato, un trafiquant qui, pour se débarrasser de lui, décide justement de lui injecter ce poison. Après quoi, il relâche Tintin devenu inoffensif dans les rues de Shanghai. Plusieurs scènes vont se croiser. Déjà, on voit Tintin rendu complètement maboule par le poison se dandiner en chantant olé olé tralala. Bon, là, quand on est petit, on est à la fois effrayé parce que c'en est fini de Tintin, et en même temps un peu amusé parce que c'est quand même un peu ridicule. Puis Hergé nous fait voir Milou en train d'essayer de retrouver son maître bien-aimé. Milou est perdu, petit dans la case, la ville est trop vaste pour lui.
Ce qui est intéressant ici, ce sont les ellipses nous montrant trois points de vue différents. Milou, perdu à la recherche de son maître, Matsuhirato, l'air satisfait en train de regarder son adversaire partir en vrille, et Monsieur Cheng qui regarde mélancoliquement par la fenêtre en se demandant où est passé Tintin. C'est grâce à ces trois points de vue que la scène fonctionne, car elle insiste sur le fait que personne ne sait ce qu'est devenu Tintin, à part son adversaire qui est sorti vainqueur de l'altercation. En 4 cases seulement, on ressent tout l'enjeu de la planche. Le sentiment de tout est perdu est renforcé dans les cases de Milou par l'insistance sur le motif militaire. Même le lecteur ne sait pas où est parti Tintin d'ailleurs, puisqu'on le perd de vue avant la fin de la première bande. Ça donne le sentiment que Tintin est devenu fou et qu'il est parti dans la nature danser avec les lutins. Heureusement, Milou le retrouve, mais sa joie est de courte durée. Tintin imite la trompette, joue à faire l'avion et d'un seul coup sans prévenir, il révèle qu'en fait tout va bien et qu'il faisait juste semblant pour éloigner tout soupçon. Hergé nous maintient durant 13 cases dans l'ignorance et ne nous révèle la supercherie qu'à la fin de la planche comme à son habitude. Vous l'attendiez tous, elle arrive. La momie Inca, Raskar Capac. Contexte. Tintin est dans la demeure du professeur Bergamote, un éminent scientifique ayant étudié la culture inca. Il ramène de son voyage la momie d'un ancien roi inca, Raskar Capac, celui qui déchaîne le feu du ciel, momie qu'il a obtenue en violant un tombeau sacré. Un soir, la foudre descend du ciel et vient s'abattre dans la vitrine protégeant la momie. Cette dernière disparaît dans un éclair. Bon, c'est certes surprenant, mais Bergamote semble prendre cette disparition très au sérieux. Il indique alors à Tintin qu'il s'inquiète car cela ressemble fort à la prophétie du roi inca, qui avait promis qu'il reviendrait de se venger de ceux qui auraient violé sa sépulture. Tout ceci est raconté dans la première partie de la planche. La seconde, qui a marqué énormément d'enfants, nous montre la prophétie à l'œuvre. Tintin est endormi dans son lit. Il semble avoir du mal à dormir, comme si quelque chose le travaillait, comme s'il était en train de faire un cauchemar. Soudain, à la fenêtre, le lecteur aperçoit la momie en train d'escalader le mur. Elle observe Tintin dormir. Puis elle entre par la fenêtre. Un sourire commence à se former sur son visage. À la main, elle tient une mystérieuse boule de cristal contenant, d'après les écrits, une malédiction. Gros plan sur la momie. Elle affiche un énorme sourire. Puis elle lève la boule prête à la lancer sur Tintin. La dernière case de la planche nous montre la momie conclure son geste et lancer sa malédiction. C'est un des moments les plus angoissants de l'univers de Tintin. Il y a à la fois cet imaginaire venu tout droit des peurs enfantines avec l'intrusion d'un inconnu dans notre chambre, qui plus est un monstre, et cet écho narratif à la momie avec cette malédiction qui semble se réaliser pendant que Tintin est vulnérable. Un véritable cauchemar. Voilà mon petit tour d'horizon des planches et des moments qui m'ont marqué dans Tintin quand j'étais petit. Évidemment, la sélection est partielle et partiale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels moments vous ont marqué quand vous étiez enfant ou quelles planches vous auriez mises en avant. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, on pourrait réitérer l'expérience sur d'autres séries. Astérix, les Schtroumpfs et tous les classiques de manière générale. J'espère surtout que ça pourra rappeler des souvenirs à certains ou donner envie aux autres d'essayer de lire Tintin en s'attardant sur sa composition. On se revoit très vite et en attendant, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.